Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au cœur du Parlement européen à Bruxelles pour ce nouveau numéro d'Europe Hebdo. Cette semaine, notre reportage vous amène en France, dans la Manche, premier département laitier de France. Nous sommes allés à la rencontre de producteurs qui s'inquiètent de la disparition des quotas laitiers. En clair, le secteur va passer d'une économie administrée à la loi du marché. Nous entendrons les témoignages des producteurs dans quelques instants. Mais d'abord, la question d'actualité. Comment résoudre le casse-tête grec? Un député grec sera avec nous pour en parler. Il est membre de Syriza, la coalition qui gouverne en Grèce. D'abord, quelques éléments d'explication en images. D'un côté, un Premier ministre grec qui veut en finir avec la rigueur imposée à son pays par Bruxelles, la Banque centrale européenne et le FMI, la fameuse Troïka qui l'accuse de paralyser le pays. De l'autre, des Européens d'accord pour aider la Grèce, mais à une condition. L'aide promise, plus de 7 milliards d'euros, sera débloquée seulement si Athènes s'engage à mettre en œuvre les réformes demandées par ses créanciers. Chacun campe sur ses positions, les négociations s'éternisent. Mais le temps presse. Si rien n'est fait, la Grèce pourrait se retrouver sans argent à la fin du mois. Aux côtés du président de la Commission, Alexis Tsipras affiche sa confiance. Je suis optimiste. Nous avons la volonté politique de trouver des solutions à nos problèmes. Avec la volonté politique, tout est possible. J'exclus totalement la possibilité d'un échec. Je n'en veux pas. Je veux que les Européens s'entendent. Ce n'est pas le moment de se diviser. Le chef de Syriza, devenu Premier ministre, va-t-il accepter de renoncer à son programme? Un salaire minimum revalorisé, un 13e mois pour les retraités pauvres, l'électricité et le chauffage pour les plus démunis. Lui qui promettait de chasser la troïka du pays devra sans doute revenir sur ses promesses. Et l'Europe sera-t-elle capable de concessions? Entend-elle le cri de détresse de la Grèce, asphyxiée par la dette, un fardeau de 315 milliards d'euros? L'Allemagne reste intransigeante, avec le soutien de la France qui presse également son partenaire à respecter le calendrier des réformes. Alors, le compromis sur le dossier grec est-il obligatoire? Nous accueillons sur ce plateau pour parler de ce dossier grec un député d'origine grecque, Stelios Kouloglou. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre de la coalition de la gauche radicale, Syriza. Vous avez pris vos fonctions ici de député européen très récemment. Et vous êtes écrivain, journaliste, vous avez plusieurs casquettes et vous parlez très bien français. Alors dites-nous, comment vous voyez ces négociations, ce bras de fer qui semble engagé entre Alexis Tsipras et les Européens? Est-ce que ça peut mal finir pour vous? Écoutez, malheureusement, la Troïka, l'ancienne Troïka, a été remplacée par une autre Troïka, qui est composée de trois choses: menace, chantage et ultimatum. Ça veut dire, il faut faire ça dans 10 jours, sinon on va quitter l'euro, on va avoir le chaos et tout ça. Donc c'est la même chose finalement, c'est la même, les mêmes... Absolument la même chose. Rien n'est vraiment changé en ce qui concerne l'attitude des autres pays de l'Europe vis-à-vis de la Grèce et le respect un petit peu des désirs des électeurs grecs. Parce que ce qui est le problème maintenant, c'est le jeu, c'est la démocratie. Est-ce qu'on va respecter un petit peu les électeurs d'un pays qui veut changer un petit peu la politique de son pays ou non? Parce que sinon, pourquoi faire des élections? Il faut aborder les élections. D'ailleurs, les élections coûtent cher. Il faut organiser les centres électoraux, les urnes. Pourquoi? Mais en même temps, c'est un casse-tête pour Alexis Tsipras parce qu'il a promis des choses, beaucoup de choses à son peuple. Et vous dites qu'il faut respecter le choix du peuple grec. Mais de l'autre, l'Europe lui dit oui, mais si on ne fait pas les réformes tout de suite, dans ce cas, pas d'argent à la fin du mois. Comment se sortir de cette situation? Mais écoutez, nous voulons faire des réformes. Nous voulons faire des réformes plus que les autres alliés
en Europe, plus que la Banque centrale européenne. Donc vous dites que la Grèce est de bonne volonté, elle fera les réformes. Oui, oui, mais écoutez, hier par exemple, le président de la Eurogroupe a menacé la Grèce d'une banque grande. Il a comparé la question chypriote à celle de la Grèce, tandis que ce sont des choses différentes. Si le président de l'Eurogroupe provoque une crise bancaire, comment l'économie grecque peut se réchauffer? À ce moment-là, il y a la paralysie totale. Parce que tout le monde attend qu'est-ce qu'il va se passer. Il y a des menaces toujours, vous aurez quitté l'Europe. Il n'y a pas de investisseurs à ce moment-là. Personne ne paye pas, même ses impôts, parce qu'on attend qu'est-ce qui va se passer finalement. Et cette paralysie est utilisé par les adversaires de la Grèce pour lui imposer des mesures insupportables. Alors quand vous dites adversaire de la Grèce, vous pensez à l'Allemagne et à la France peut-être aussi? Quand vous dites adversaire de la Grèce, c'est un mot quand même fort. Vous pensez à qui? Malheureusement, on attendait beaucoup plus de la part de la France. Ah, vous êtes déçu qu'il n'y ait pas eu plus de absolument déçu parce qu'on attendait beaucoup plus de la part de la France, qui est un allié traditionnel somalien traditionnel, tandis que les Allemands ils ont adopté une autre position très dure. Et l'enjeu, c'est plutôt géopolitique. Parce que s'ils ont réussi à changer un petit peu les cocktails imposés aux Européens par Berlin, alors toute l'Europe va changer un petit peu. Et ça, Berlin ne le veut pas parce que pour le moment, les Allemands gagnent de la crise. Ils profitent de la crise pour gagner d'argent et d'influence politique et économique. Ah oui, mais vous dites qu'au final, tout le monde y perd, à la fois la Grèce et l'Europe. En tout cas, tout le monde risque d'y perdre dans cette paralysie de la zone euro, si l'affrontement va jusqu'au bout. Pour reprendre ma question, donc, est-ce que vous pensez que le compromis sera nécessaire, que chacune des deux parties devra faire des efforts pour comprendre l'autre? Moi, je pense que le compromis est absolument nécessaire. Et l'histoire de la communauté européenne et de l'Union européenne est pleine de compromis. Ah oui. À bonne volonté. Il faut le faire. Nous sommes prêts à le faire, mais pas un compromis, pas une retraite humiliante pour la Grèce. Pas une retraite, mais en revanche, cela veut dire qu'Alexis Tsipras sera obligé de renoncer à certaines parties de son programme. Il a déjà renoncé. Il a renoncé Il a renoncé à quelques mesures. Par exemple, on a dit qu'on va, par exemple, on a promis qu'on va avoir le 13e salaire, le 3e mois de salaire. Pensionnaires. Ah oui. On a dit qu'on va le faire plus tard, par exemple. Mais écoutez, hier, le gouvernement a annoncé qu'il va lancer un programme pour la crise humanitaire. Il y a 300 000 maisons en Grèce qui n'ont pas d'électricité. 300 000 personnes au centre de l'Europe. Ça, c'est supportable. Ça ne coûte pas, mais on ne permet pas de l'appliquer. Alors, Stelios Kouloglou, dans ce contexte de crise humanitaire que vous dites, il y a des photos qui ont circulé en France qui ont suscité beaucoup de commentaires. Je vous propose de les voir. C'est le ministre de l'économie, Yanis Varoufakis, qui pose donc pour Paris Match, magazine français, aux côtés de sa compagne, dans son appartement d'Athènes qu'on aperçoit. Alors ces photos, leur opulence ont donc été très critiquées. Lui-même regrette d'avoir fait cette séance. Est-ce qu'il a cédé au glamour? Est-ce que ça vous choque, ces photos? Moi, je ne ferai pas ça. Mais de toute façon, Varoufakis fait, en ce qui concerne son propre boulot, il fait un bon boulot parce qu'il a annoncé le programme grec, il insiste, il essaie de le faire comprendre aux autres alliés européens. Est-ce que c'est par manque d'expérience peut-être qu'il a cédé il a dit oui. Ah oui. Il a aussi dit qu'il n'a pas aimé ces photos finalement. Il a regretté. Oui, alors il fallait le faire autrement. Mais ce n'est pas ça, le comportement individuel d'un ministre n'est pas le problème principal à ce moment-là. Nous avons des problèmes beaucoup plus sérieux. Alors, justement, de manière globale, pour terminer cette émission, dans quel état d'esprit sont les Grecs et vous-même, dans quel état d'esprit vous êtes face à votre pays? Vous êtes plutôt optimiste ou globalement très inquiet pour l'avenir? Il y a un soutien sans précédent au gouvernement. Il y a même des manifestations en faveur du gouvernement, chose qui est
qu'on n'a pas vu depuis des décennies. Mais il y a aussi l'extrême droite qui progresse en Oui, Grèce. écoutez, si Syriza échoue, le prochain gouvernement ce n'est pas les marionnettes de M. Schäuble qui vont venir au pouvoir. Ce sont l'extrême droite et les néo-nazis. Parce que c'est eux qui profitent de la crise parlementaire, de la crise de la démocratie. C'est eux qui ne croient pas aux élections, qui ne croient pas à la démocratie. Alors c'est l'extrême droite qui va profiter. Alors il faut, c'est pour l'intérêt de toute l'Europe d'avoir un compromis profitable pour tous les deux côtés. Nous voulons faire des réformes, mais nous voulons faire des réformes, pas de provoquer plus de chaos. Je peux vous donner des exemples et des exemples qu'il n'y a pas de réforme, effectivement, à ce moment-là. Donc la Grèce ne va pas sortir de la zone euro. C'est fantaisiste ce scénario de sortie qu'on ressort à chaque fois dès que ça va mal, le Grexit. Mais il y a pas, nous ne voulons pas sortir de la zone euro, il n'y a pas un précédent, il n'y a pas de normes et de lois qui puissent forcer un pays de quitter la zone euro. Nous voulons rester, mais nous voulons rester dans une Europe avec des solidarités et un petit peu de justice sociale. Un peu de justice sociale. C'est un message aussi aux Allemands et à la France. Merci beaucoup Stelios Kouloglou d'avoir été avec nous. Nous passons tout de suite à la seconde partie de cette émission. L'Europe, c'est une force économique et c'est notamment la première puissance laitière du monde. Eh bien, une révolution va se produire dans quelques jours, le 1er avril, et ce n'est pas une blague, puisque ce sera la fin des quotas laitiers. Les producteurs seront désormais soumis aux aléas du marché. Comment cette réforme est-elle accueillie par les concernés, les producteurs? Reportage en Normandie, dans la Manche. C'est signé Caroline Motte et Gwenaëlle Durand. Yves Sauvager est éleveur à Saint-Auvin depuis 20 ans. Avec ses 3 associés, il possède 70 vaches. La traite, c'est Noël Joigne qui s'en occupe tous les matins à 7 heures. Grâce à ses appareils, il peut traire 16 vaches en moins de 10 minutes. Pendant ce temps-là, Yves abreuve les petits veaux. Je me suis installé le 1er avril 1995 sous le régime des quotas. Jusqu'à maintenant, la production laitière était régulée par les quotas européens instaurés en 1984. L'objectif, maîtriser les excédents et donc garantir la stabilité des prix. Le 31 mars prochain, ces quotas seront supprimés. Chaque éleveur pourra produire autant qu'il veut. Yves Sauvager produit 480 000 litres de lait bio par an. Il ne compte pas augmenter ce volume, mais il a anticipé. On s'est préparé depuis plusieurs années, on s'est préparé à la fin des quotas. Nous, on n'est pas des adeptes du volume. On préfère produire moins, avec un coût de production qui va être moindre, et avoir une marge qui va être plus confortable. Quand les prix sont bas, eh ben, on a toujours des coûts de production qui sont relativement réduits, et c'est ce qui nous permet de résister, quoi. En 10 ans, 40% des exploitations laitières ont disparu. Yves en est certain. Avec la fin des quotas et la toute-puissance des industriels, cette réalité va empirer. Les industriels ont le droit de vie ou de mort sur certaines exploitations laitières. Donc ça veut dire que demain, un industriel laitier va décider tout seul s'il continuera à collecter monsieur X ou monsieur Y. Les petits exploitants risquent d'être sacrifiés au prix de la compétitivité. Aujourd'hui, on est à peu près, il nous reste à peu près 60 000 exploitations laitières en France. Les perspectives à l'horizon 2025, donc dans 10 ans, sont de 30 000 exploitations laitières tout au mieux. C'est au bas mot 250 000 emplois qui vont disparaître. Des éleveurs qui mettent la clé sous la porte, il y en aurait 10 000 chaque année. À quelques centaines de mètres d'ici, Éric Launay a souffert de la crise du lait de 2009. Depuis cette date, il a cessé de produire du lait pour se consacrer à l'élevage de jeunes bovins. Une décision qu'il ne regrette pas. Pour ceux qui vont rester, ça va devenir de plus en plus compliqué. Il faudra fournir une somme de travail considérable, il faudra être hyper pointu, ça va être très difficile, quoi. On a beau se préparer à une course, dans l'athlétisme, beaucoup d'athlètes se préparent, mais ils ne gagnent pas forcément. Sauf que là, dans le cadre de la fin des quotas laitiers, la course elle va être éliminatoire.
Si on ne gagne pas, on perd. On fait faillite, liquidation judiciaire, redressement, liquidation et on disparaît du paysage. À 70 km de là, à Saint-Aubin-du-Perron, Philippe Robert est un éleveur inquiet. À 56 ans, il se prépare à léguer sa ferme à sa fille, Mathilde. On va le doubler, ça va. Maintenant que les quotas sont enterrés par l'Union européenne, il compte augmenter sa production de 10 à 20%, mais il sait qu'il sera soumis à des prix volatiles. C'est toujours nous la variable d'ajustement et on n'a pas de prix, c'est très fluctuant, quoi. On est à 90 € de la tonne en moins par rapport à l'année dernière. Bon, c'est ridicule, quoi. C'est l'aléa du marché. Nous, on demande moi, ce que je demande, c'est une garantie de prix. Malgré ce contexte d'instabilité, Mathilde Robert est décidée à reprendre la ferme de son père. Après un BTS production animale, elle devra apprendre à gérer les comptes. À 22 ans, elle est déjà bien lucide. C'est de la gestion aussi, hein, parce que les histoires de revenus, il faut savoir anticiper les coups durs et pas trop profiter des bonnes périodes. L'avenir est incertain pour tous les éleveurs. Pour survivre, certains refusent de céder à la surproduction, quand d'autres parient sur la demande des marchés émergents comme la Chine ou l'Inde. D'ici 2020, la production laitière européenne devrait augmenter de près de 10%. On quitte la Normandie, retour à Bruxelles. 2 invités sont en piste sur ce plateau, 2 membres de la commission agriculture et développement rural. J'accueille Éric Andrieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen, membre du groupe des socialistes et démocrates et premier vice-président de cette commission. Et en face de vous, Michel Dantin, député pour le PPE. Alors vous connaissez bien tous les deux ce dossier. Les producteurs que l'on a vus dans ce reportage semblent quand même globalement assez inquiets. Est-ce que pour vous, ils ont des raisons d'être inquiets? Est-ce que cette ouverture au marché, c'est une opportunité ou un danger? Éric Andrieux. Je crois que d'abord le reportage est bien fait, tout est dit finalement. On voit bien qu'ils l'ont exprimé donc, de façon très claire, que l'on est passé d'un outil de régulation publique à un outil de régulation privée qui fait qu'effectivement, demain, la question de la régulation sera portée par des contrats entre les producteurs et les transformateurs. Je crois que c'est assez juste que de dire que ce sont les transformateurs qui vont guider, finalement, qui vont être ou devenir les maîtres du jeu. Et que c'est pas tellement... les transformateurs, c'est les industriels, pour qu'on comprenne bien. Ce sont les industriels voilà, qui achètent le lait et qui le transforment, bien sûr, donc en produits laitiers, soit du lait, soit des fromages, tous les produits laitiers. Et la question, c'est pas tellement celle du lait qui nous est posée. Et ça a été bien dit dans le reportage, c'est celle que j'appelle moi de l'économie territoriale. C'est-à-dire qu'effectivement, avec les outils de régulation publique, le lien entre la production et le territoire était de fait mis en exergue. C'est-à-dire que c'était garanti, il y avait une garantie pour notamment les petits producteurs. Tout à fait, une économie donc, de proximité, par exemple, dans l'ensemble des territoires. Et je crois qu'on peut parler de succès, de réussite de la politique des quotas depuis donc 84. Oui. Là, on est, et ça a été dit, mais on va y revenir dans le débat, on est vraiment sur de l'incertitude, donc effectivement, et il faut avancer là-dessus. Oui, alors Michel Dantin, est-ce que vous pensez que, comme on a entendu dans ce reportage, que ce sera la jungle désormais, puisque c'est le marché qui va gouverner ce secteur très important pour l'Europe des quotas du lait? J'ai toujours considéré qu'un agriculteur isolé était un agriculteur en danger. En matière laitière, il faut d'abord rappeler que 60% du lait est collecté par des coopératives. Il y a quelques grands industriels qui ont effectivement tendance à donner le là au marché. Mais ce que nous avons voulu dans le paquet lait, c'est effectivement une possibilité de contractualisation dans le temps. Pas simplement une contractualisation les bonnes ou les mauvaises années. Nous avons eu beaucoup de mal, nous les Français, à faire reconnaître cette idée ici à Bruxelles, à faire notamment reconnaître l'idée de la durée. Je garderai toute ma vie ce souvenir d'une agricultrice, collègue, membre du groupe libéral, qui voulait que son mari, avec 400 000 litres de quotas, puisse tous les matins choisir son acheteur sur Internet.
cette logique m'est étrangère. Je pense qu'il faut effectivement asseoir les choses sur des organisations de producteurs qui soient puissantes et ensuite asseoir les choses sur des contrats qui aient une durée suffisante. Pour qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que dans le système tel qu'il existera demain, sans quota, donc sans régulation de la part de l'Europe, l'agriculteur qui a des chances de survivre, ce sera celui qui sait le mieux s'organiser ou qui baisse ses prix ou pour faire simple, ce sera quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour résister demain dans ce nouveau secteur dérégulé? Je crois que c'est clair, il y a plusieurs aspects. Donc, il y a l'aspect à la fois comment dire, la production du lait, elle sera liée, je dirais, à la marge. C'est-à-dire, ça a été dit dans le reportage, entre le prix du lait et le coût de production. Donc, sur le prix du lait, et je reprends les propos de Michel Dantin, je crois qu'il faut effectivement, c'était l'idée du paquet lait, que les professionnels s'organisent. Et de pousser l'organisation des professionnels donc, est un minimum, de telle sorte qu'ils puissent négocier. S'organiser, ça veut dire se spécialiser? Qui se structurent et qui se rassemblent. C'est-à-dire que quand on négocie le prix du lait avec un acheteur, un transformateur, un industriel, il faut être fort. Si on est un, on ne négocie pas grand-chose. C'est logique. Si on est plusieurs, on va pouvoir négocier le prix. Ça, c'est un premier aspect. Ensuite, il y a la question majeure qui est au cœur du débat qui nous est posé, c'est la question de la volatilité des prix. Puisqu'aujourd'hui, il y a plusieurs types d'exploitations. Il y a les exploitations spécialisées qui font que du lait. Il y a ce qu'on appelle les exploitations donc, en polyculture et élevage qui font du lait, mais pas que du lait. Et puis après, il y a la spécificité des productions de montagne, qui est encore un autre aspect. Alors, vous connaissez bien les régions de montagne, vous venez de la montagne. Dans le paquet lait, je me suis battu pour faire adopter un amendement qui permet aux produits sous signe de qualité de maintenir un système de gestion de l'offre. Alors, je regrette que l'administration française ait un peu complexifié la gestion du dossier. Ce que nous avons voulu faire, c'était une gestion simple, il faudra y revenir, mais chaque région, chaque producteur doit quand même faire attention à son marché. Moi, je suis parfois consterné de voir dans certaines régions des producteurs qui n'ont pas de conscience de ce à quoi sert leur produit. Il faut que nous ayons une démarche globale et je voudrais revenir sur un chiffre. Je vous ai dit tout à l'heure que 60% du lait était collecté par les coopératives. Oui. Malheureusement, 60% de la marge, de la marge, est fait par les industriels qui ont été plus innovants. Qui ont été plus innovants pour fournir au marché les produits à forte valeur ajoutée qu'ils attendent. Ça, vous vous en désolez. Alors, c'est très technique comme question, on va essayer de la simplifier. Je vous propose notamment pour cela d'écouter le président de la Fédération des producteurs de lait. Il a des inquiétudes et une question concrète à vous poser. Écoutez. Aujourd'hui, nous savons qu'il peut y avoir des périodes difficiles et moi j'interpelle les pouvoirs publics français et européens justement sur quelle politique demain après les quotas. Le marché et uniquement le marché, ce n'est pas une politique, c'est un constat. Donc une politique européenne, c'est justement pour essayer de gérer les périodes de crise et dans ces périodes de crise, comment l'Europe vient aider les producteurs, parce qu'on sait très bien que dans une période de crise, c'est toujours le producteur qui au final paye sur le prix du lait. Alors voilà, question centrale au cœur des préoccupations. Qu'est-ce que l'Europe a prévu, Éric Andrieux, pour remplacer les quotas? Rien? Ou une autre politique? Pour l'instant, à ma connaissance, rien. Il y a quand même des inquiétudes. Il y a bien sûr le paquet lait, on en a parlé. Quand vous dites le paquet lait, vous entendez quoi? Le paquet lait, c'est-à-dire qu'il y a eu 3 éléments majeurs qui ont été mis à disposition dans le paquet lait. C'était le premier élément, c'était comment dire, ça a été dit, l'organisation des producteurs. C'est de la négociation en fait. Quand vous avez négocié la fin des quotas. Donc bien sûr la notion de contrat. Or, on se rend compte qu'à l'échelle des 28 États membres, la politique des contrats entre les producteurs et les transformateurs n'est pas homogène sur l'ensemble des États. Et ensuite, donc, ça a été la possibilité en zone de montagne de réguler finalement la production. Si on vous comprend bien, vous êtes quand même inquiet de situations de surproduction qui peut se reproduire demain et qui pourrait pénaliser. Je suis inquiet parce que la politique du lait pose la question plus largement même du modèle agricole. C'est effectivement, on peut dans la mesure où on coupe le lien entre la production et le territoire, on peut être des acteurs qui accompagnent la désertification d'un certain nombre de territoires. Et si on concentre la production, parce qu'en fait, c'est le marché qui va commander, donc ça a été dit, c'est effectivement les transformateurs qui vont avoir la main. La question des contrats entre les producteurs
et les transformateurs est-elle suffisante? Je ne le crois pas. Je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut que les contrats s'articulent autour du producteur, du transformateur, mais également de tous les réseaux de distribution. Ce sont des pistes à creuser. Il y a la question de l'Observatoire du lait à qui on doit donner une vocation plus forte en matière d'anticipation des situations de crise et de se donner des outils de gestion de crise plus performants, tels que nous l'avions proposé au Parlement européen. Ici au Parlement. Michel Dantin, la question qui va se poser demain dans un univers très concurrentiel, ce sera aussi la question des débouchés. Est-ce que l'Europe sera assurée demain d'écouler sa production de lait vers d'autres pays, notamment vers la Chine? Il faut d'abord constater que la population mondiale croît de 50 millions de consommateurs par an. Donc oui, le marché mondial, avec la solvabilisation d'un grand nombre de pays, est en croissance. Mais il faut d'abord que nous donnions les moyens de faire face à la volatilité dans chacun des pays. Justement, c'est la question. Ces moyens, d'une part, l'OCM renforce les capacités de l'interprofession à gérer le marché. Il faut qu'elle prenne les choses à bras-le-corps. Et puis, il faut aussi qu'au plan national, la fiscalité évolue. Il faut que l'agriculteur puisse thésauriser les bonnes années sans être surtaxé et puisse réinvestir cet argent placé dans l'exploitation les mauvaises années. Alors, pour faire très simple, la Confédération paysanne réclame à Bruxelles un outil concret pour gérer les stocks de lait. C'est ce que dit Michel Dantin, ou il en faut d'autres? Ah oui, moi de toute façon, je suis convaincu que la suppression des quotas laitiers a été une ineptie du point de vue économique et qu'aujourd'hui le seul marché ne réglera pas tout, et loin s'en faut. Donc ça veut dire que vous regrettez un peu cette politique qui a quand même bien marché, qui a été l'un des points forts de l'Europe? Oui, à titre personnel. Demain, c'est un peu l'incertitude. Oui, bien sûr, parce que c'est l'incertitude, et je vous le dis, c'est l'incertitude en matière d'organisation de la production et du lien entre la production et le territoire. Et qu'effectivement, aujourd'hui, on le voit bien, il y a vraiment la question, il y aura besoin d'outils de régulation publique, bien compris. Donc et de gestion de crise. Vous êtes d'accord? Permettrez de vous reprendre. L'Europe, c'est pas une nébuleuse. L'Europe, c'est les décisions de 28 ministres de l'Agriculture. Ce sera sans doute le mot de la fin. Donc et pas une nébuleuse. De 751 parlementaires européens. Il n'y avait pas de majorité, ni au niveau du Conseil, ni au niveau du Parlement, pour maintenir les quotas. Nous devons en prendre acte. Les Français, on était plutôt, quelles que soient nos sensibilités politiques, on était plutôt des pro-quotas. Il faut aujourd'hui en prendre acte et que nos politiques nationale et européenne s'adapte à ce nouveau contexte. Donc le chantier va être... Il est devant nous encore. Encore, très bien. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine avec Nora Hamadi. Même lieu, même heure. Ciao, ciao. Thank you.